et un choc énergétique 1. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Alors évidemment, on a un peu l'impression que l'histoire se répète, pas de la même manière, mais l'énergie est à nouveau devant de l'actualité cette semaine. Forcément, la guerre au Moyen-Orient réveille le spectre d'un choc énergétique majeur, ce qui, on sait que c'est un peu comme le sang qui coule dans les veines de l'économie, ça ferait aussi un choc économique majeur. Alors, on a surtout eu dans un premier temps une hausse très importante des prix du gaz, mais le pétrole suit, même si les stocks sont globalement plus importants. Mais enfin, on sait la dynamique globale est celle de fixation des prix. On ne sait pas maintenant, à l'heure où on parle, si la guerre se prolongera, si le détroit d'Ormuz restera fermé, mais en tout cas, ça se déstabilise sec et il y en a qui sont heureux, comme Vladimir Poutine, qui nous proposait de manière un peu ironique de nous donner du pétrole et du gaz en échange d'une stabilité. Mais enfin, ça dit beaucoup sur le fait qu'on est un peu reparti comme en 2022. C'est ça, hein, et jusqu'au sein de la majorité fédérale, comme tu le dis, en fait, il y a ce spectre de cette crise qui revient nous hanter. Et on se souvient qu'à l'époque, ça avait marqué beaucoup les factures des ménages. Hein. Alors maintenant, chaque parti, que ce soit dans l'opposition d'ailleurs ou en majorité, y va de sa proposition. Bon, on a eu dans le cadre de ce podcast Yvan Verhofstadt qui nous a expliqué qu'il voulait plafonner les prix du gaz. Depuis lors, il tape sur le clou. Hein. Voilà, on ne connaît pas encore tous les détails de cette mesure. Hein. Il nous a expliqué que c'était très simple, mais il reste à voir, on y viendra. On a Paul Magnette qui veut lui bloquer carrément tous les prix. Alors en utilisant des surprofits des entreprises, on voit que dès qu'on rentre dans la technicité de la chose, c'est pas si simple. Le MR, Voreuil te disait oui, il faut faire le cliquet inversé, donc c'est-à-dire ça juste sur les carburants. En fait, on voit que tout le monde veut jouer un peu sur les axes en les différant dans le temps, les diminuant puis en les augmentant. Mais clairement, au niveau technique, plusieurs économistes nous préviennent que c'est pas si simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on voit surtout qu'on tergiverse en se disant. On joue la montre, en fait, j'ai l'impression, en se disant, on ne sait pas, peut-être que cette guerre, d'ailleurs Donald Trump le dit lui-même, cette guerre ne va peut-être pas s'éterniser, donc ça va peut-être retomber rapidement. Donc pour le moment, on est quoi avec un diesel au-dessus des 2 €, donc ça commence quand même à compter, je veux dire, pour le portefeuille des ménages, comme tu le disais, mais on n'est pas encore à un moment où on intervient. On fait d'ailleurs des jeux politiques un petit peu, parce que effectivement, le MR a fait circuler sur les réseaux sociaux une vidéo de Paul Magnette qui exprime aujourd'hui sa volonté de bloquer les prix, mais qui, quand il était dans la majorité Vivaldi précédente, avait dit dans une émission à la RTBF que ça ne se faisait pas sur un claquement de doigts, qu'on bloquait pas les prix comme ça, que c'était compliqué, donc un peu retournement de veste. Bon, au PS on hurle en disant que le MR manipule les faits, qu'il a toujours dit qu'on ne pouvait bloquer les prix que si on compensait, c'est-à-dire que c'était évidemment pas de l'argent qui tombe du ciel. Bon, le débat, on est là, comme tu dis, dans la technicité, mais il y a un moment, on va peut-être devoir agir. Mais ça tend le contexte politique, pour ne pas parler d'éventuelles conséquences budgétaires que ça pourra avoir. Mais c'est ça, clairement. Et on voit là, de ce côté-là, que Bart de Wever, toujours qui essaye un peu de se mettre au-dessus de la mêlée, mais qui temporise clairement les ardeurs de ses partenaires de gouvernement, qui viennent avec ces idées. Cette idée que le spectre va revenir, la crise énergétique va revenir. Mettons un chiffre sur cette fameuse crise énergétique et le bazooka qui avait été nécessaire pour aider les ménages. Il a été chiffré par la CREG, ça a été plus de 4,2 milliards d'euros. Alors on sait que les finances publiques sont ce qu'elles sont. Alors quand on dit oui, je veux plafonner un prix, je veux bloquer un prix, il faut savoir les conséquences qui vont avec. Et ça, les économistes mettent clairement en garde les uns et les autres, qui n'ont pas encore détaillé leur méthode, mais il y a 2 questions à se poser, c'est qui paye, qui payera? Est-ce que c'est l'État, donc tous les contribuables, ou alors certains? Et à qui profitera cette aide énergétique? Et là, vraiment, on a une question fondamentale, en fait. C'est pourquoi aider tous les ménages, même ceux qui en ont peut-être moins besoin? Et ça, vraiment, tous les économistes disent il faut maintenant cibler ces mesures. Il y avait eu des grosses critiques en 2022, quand il y avait eu les aides à l'occasion de la crise énergétique. D'ailleurs aussi, au moment de la pandémie du Covid, c'était la même chose, où on a dit on a sorti des bazookas, des aides tous azimuts, alors qu'on aurait effectivement pu mieux cibler.
je précise une chose aussi, j'ai interrogé Charlotte de Montpellier, économiste à l'ING cette semaine, qui me disait il ne faut pas non plus perdre de vue que quand il y a eu la crise en Ukraine et la première crise inflationniste de l'énergie, l'économie se portait bien. Aujourd'hui, l'économie ne se porte pas bien, on a une croissance plutôt faible et on a un risque de stagnation réelle, donc on n'a pas la même empathie à encaisser les coûts, d'où l'inquiétude aussi. Alors, précision importante aussi, on parle du prix du pétrole, on parle du prix du gaz. Il ne faut pas oublier que le prix de l'électricité est lié à celui du gaz. Donc, en d'autres termes, avec un coup de retard, mais le prix de l'électricité va exploser aussi. Ça nous envoie un autre sujet, c'est que tout est dans tout. On sait que la transition énergétique nécessite une électrification massive des usages, de la société, du logement, des véhicules, mais aussi de l'industrie. Et aujourd'hui, en fait, notre réseau, il est un petit peu court et ça provoque aussi des tensions. Oui, clairement. On peut parler de tensions, effectivement. Prenons le réseau d'abord basse et moyenne tension, parce qu'on sait basse et moyenne tension, oui, parce qu'on sait qu'il y a aussi des problèmes. On y viendra sur le haute tension. Bon, sans être trop technique, tout le monde connaît le décrochage des onduleurs. Ça, ce sont des problèmes de surtension du réseau, donc trop d'utilisation en même temps. Le patron d'Ores, Fernand Griffenay, nous prévenait et nous disait attention, le plus gros problème sera peut-être des problèmes de sous-tension, c'est-à-dire que au bout de la chaîne, au bout de la rue, on le voit déjà maintenant actuellement avec ces entreprises qui essayent de se connecter au réseau et qui ont un manque de puissance, donc on les met dans une file d'attente. Ça pose des problèmes dans des zonings qui veulent se développer partout en Wallonie. Et d'un côté plus domestique, c'est un problème qui n'est pas encore là mais qui pourra arriver. Si chaque maison a sa borne électrique, à sa borne de recharge, il est bien possible que celui au bout de la rue n'ait plus de puissance du tout. Alors quand on change les comportements, qu'on met des pompes à chaleur, là on comprend directement que ça devient très très concret, parce que là on ne parle plus de je ne peux pas recharger ma voiture ou pas, je parle de me chauffer en hiver. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour bien comprendre l'enjeu de la situation maintenant en Wallonie. Et justement, le gouvernement wallon a pris conscience de ça. Bon, il a fallu le temps, mais ce n'est pas que de son ressort, c'est un retard d'anticipation de dizaines d'années peut-être. Mais donc ils ont déclaré, et la ministre Cécile Neven, un plan d'urgence, un état d'urgence pour chaque secteur finalement. Il y a d'abord ce problème de file d'attente dans les entreprises. Il y a les industries aussi qui doivent se connecter. Bon, là on est plus sur des situations de haute tension. On a la mobilité électrique, on a les batteries. Donc ça c'est vraiment maintenant le gouvernement wallon se fait aider d'un groupe d'experts. Et on attend encore des choses concrètes parce que... J'allais dire encore des groupes d'experts, quoi. Voilà, exactement. Mais bon, cela dit, ils ont l'air d'avoir pris conscience des enjeux. Bon, il était temps. Oui. Damien Ernst, qui est spécialiste des réseaux controversés pour d'autres raisons, mais qui est d'ailleurs candidat à l'université de Liège, tu as vu ça, comme recteur. Lui, ça fait 15 ans qu'il attire l'attention sur le fait que les réseaux, en fait, sont pas à la hauteur de ce qu'on doit avoir pour la transition. Donc, il est temps, quoi. Bien sûr, et ça, c'est un grand débat, mais auprès de chaque acteur que l'on interroge à l'occasion d'un ou l'autre article ou d'un ou l'autre dossier, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, allez, comment ne pas avoir vu cette consommation d'électricité qui allait exploser. Mais bon, voilà, la Wallonie essaye d'avancer, présente un plan qui sur papier, je le dis, sur papier, a l'air concret. Maintenant, il faut voir les mesures qui vont être prises pour arranger tout ça. Ça cache aussi quand même un autre élément, une sorte d'affrontement politique. C'est qu'en fait, les GRD, donc Ores, gestionnaires de réseau, leurs actionnaires, ce sont les communes. Or, Ores demande beaucoup d'argent pour réinvestir dans ce réseau parce qu'on n'y arrivera que par là. Et par des augmentations de tarifs, on a déjà prévenu aussi. Mais bon, ça sera pas... Les communes qui se sont bien nourries à la vache, si je puis me permettre. Et ces communes... on connaît leurs difficultés financières, mais on sait aussi qu'elles ont chopé beaucoup de dividendes de ces gestionnaires de réseau. Et donc là, on a un affrontement évidemment commune-région qu'on a sur d'autres dossiers, où la région dit c'est pas à nous d'avancer cet argent, c'est à vous, commune, d'investir dans les réseaux. Je parle toujours de la basse et moyenne tension et je pense qu'on va venir aussi à des problèmes de haute tension. Non, ce qui est insupportable dans tout ça, c'est que c'est des bras de fer politiques, c'est des bras de fer entre niveaux de pouvoir, alors que, je m'excuse, mais c'est un enjeu qui transcende tout ça. Je disais, l'énergie, c'est comme le sang dans les veines de l'économie, c'est réellement ça. Donc, on peut pas se
permettre un blackout comme ce qui s'est passé en Espagne et les risques deviennent de plus en plus réels au fur et à mesure que le temps avance. Donc Damien Ernst, encore lui, disait la question n'est pas savoir si on va en avoir un, mais quand on va en avoir un. Donc c'est assez insupportable. Et tu le dis, sur la haute tension, il y a un dossier qui est particulièrement emblématique de tout ça, c'est la boucle du Hainaut. La boucle du Hainaut, c'est cette ligne à haute tension qui doit quelque part acheminer l'énergie renouvelable, notamment qui vient de l'éolien offshore, voilà. Et on se retrouve avec un projet qui avance, mais très lentement. C'était déjà une source de tension au sein de la majorité précédente, mais c'est surtout une source de tension, y compris au sein des partis, entre ceux qui gouvernent au régional et ceux qui sont à la tête des communes. C'est le fameux phénomène du NIMBY, Never in my backyard, c'est-à-dire qu'en gros, on dit ok, on peut installer ça, mais pas chez moi, ou bien il faut qu'on trouve une alternative. Il y a un réseau citoyen qui est d'ailleurs très bien organisé, très fort, qui propose des alternatives, notamment d'enfouir les lignes sous le sol. Bon, très bien, pourquoi pas, mais ça coûte beaucoup plus cher et ça prend plus de temps. Donc on est dans une urgence réelle. Tu sais bien, les entrepreneurs avec qui on parle souvent disent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des fast track pour des projets comme ça, quoi. C'est-à-dire des permis qu'on peut obtenir beaucoup plus rapidement et décréter une urgence. C'est pour ça que je disais, c'est très bien que le gouvernement wallon prenne ça, mais il est temps sans doute qu'on passe à la vitesse supérieure. Oui, tout à fait. Et avec tout ça, on n'a pas encore parlé du volet international, en tout cas de mesures, des prises de conscience qui sont prises. Alors, c'est assez marrant. On croit que la lumière lui est tombée sur la tête, mais il y a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a fait un long discours, c'était hier je pense, mercredi, mais donc en gros pour dire que l'Europe et certains pays européens avaient fait clairement une erreur sur le nucléaire, faire un mea culpa nucléaire. Tiens, c'est assez marrant pour une Allemande, on sait bien que l'Allemagne a été l'un des pays à l'origine de ce recul, clairement, après la Belgique n'a pas été en reste. Et la Belgique, effectivement, n'a pas été en reste, avec cette fameuse loi de 2003 qui nous engageait à sortir et qui a provoqué des investissements chroniques où on en arrive à la situation actuelle. Il faut savoir qu'il y a 15-20 ans, 20% de notre consommation d'énergie primaire était assurée par le nucléaire. Ici, elle a été à peu près divisée par 3. Le problème, c'est que dans le même temps, on n'a pas fait les investissements, on va dire, dans le renouvelable nécessaire, en tout cas pas à la hauteur des pays scandinaves ou pas à la hauteur maintenant d'une Espagne qui a créé sa révolution solaire. On commence à le voir aussi au Portugal, en Grèce. Et donc, on en est là aujourd'hui au niveau européen globalement, mais surtout belge en fait. On est dépendant du pétrole, mais surtout du gaz. Et comme tu le dis, donc on est dépendant de la géopolitique actuelle et que je pense qu'on va, comme Charlotte de Montpellier le disait, subir cette crise énergétique et on va le ressentir dans le PIB et dans l'économie. On voit que la guerre en Iran n'est pas prête de s'arrêter pour demain, quoi qu'on dise quand même Donald Trump. Et une crise du gaz est une crise de l'électricité potentielle qui arrive aussi. Mais tu parlais du nucléaire, alors il faut savoir que cette loi de la sortie du nucléaire qui vient d'être abrogée par l'Arizona a fait en sorte d'une part qu'il y a toute une filière qui a reculé dans d'autres pays. On avait un savoir-faire immense qui est encore là, mais enfin qui a été entre guillemets gelé, et surtout qui pose le débat aujourd'hui double de savoir comment on peut prolonger des centrales, et on voit bien qu'il y a un bras de fer entre Engie et l'État qui est extrêmement compliqué. Déjà, on en a prolongé 10 ans, et maintenant il y a encore un bras de fer pour peut-être les prolonger 10 ans de plus, et les autres on n'en parle même pas. Et me disaient plusieurs experts récemment, le nucléaire c'est très bien, le nucléaire du futur, mais ça coûte très cher et ça prend beaucoup de temps. On parle de milliards et de milliards, donc c'est vraiment... Et en attendant, on a 15-20 ans dans la vue, donc c'est compliqué. Il y a la transition énergétique qui doit être accélérée. On a fait un dossier, alors c'est intéressant parce que ça tombe justement bien dans ce contexte aussi consacré à la souveraineté européenne cette semaine dans le magazine
magazine Trends, et notamment Grégoire d'Allemagne, qui est le CEO de Luminus, nous dit qu'il faudrait sans doute revoir la stratégie. Lui, il dit, c'est très bien, on sait qu'on a déjà beaucoup investi dans la transition pour l'industrie. Lui, il dit, il faut quelque part lever le pied là-dessus et se consacrer sur les deux sujets qui sont sans doute les plus faciles, entre guillemets, sur lesquels on peut avancer, c'est la mobilité électrique et le logement. Et donc c'est vrai que lui dit on devrait parler sans doute à un moment de transfert de souveraineté au niveau européen, mais en tout cas on peut avancer là-dessus. Mais bon, là aussi, on attend un peu de voir venir. Clairement, oui. Alors, von der Leyen, dans le reste de son discours aussi, a fait quelques propositions. Hein. On est plus dans le pas à pas, hein, mais elle demande par exemple aux États, comme on le réfléchit ici en Belgique, à jouer sur les taxes, hein, parce qu'on sait bien qu'une grande partie de la facture, ça reste des taxes. Mais on en revient au même problème, les finances publiques. Alors, tous les pays n'ont pas les finances publiques de l'Allemagne, évidemment. Si on regarde en France et en Belgique, c'est la catastrophe. On n'a pas de grosse marge de manœuvre. Elle appelle aussi à jouer sur le fameux marché carbone, hein, donc avec les industries à l'extérieur aussi des frontières. Ça me fait penser à ce que nous disait aussi Van Verhooystraat. Hein. À un moment, il faut arrêter d'être les dindons de la farce et que si on veut défendre notre modèle européen, il est le temps de le défendre à nos frontières. C'est-à-dire que ce soit pour du dumping social pour les Chinois, mais aussi du dumping environnemental où on mettrait des taxes plus importantes aux frontières. Il faut non seulement peut-être avoir un modèle européen, mais le faire respecter et avec vigueur, quoi, et pas toujours se plier et accepter des 15% de droits de douane, par exemple. Ce qui est incroyable, c'est que la guerre au Moyen-Orient nous rappelle, on l'a dit à plusieurs reprises, à nos dépendances. Elle nous renvoie aussi à un dilemme existentiel. Et dans le cadre du dossier pour le magazine, j'ai eu des contacts avec pas mal de gens cette semaine, et tous, en fait, c'est ça qui est étonnant, me disent, notamment à Bernard Delvaux, CEO des Tex, qui a accompagné pas mal Bart De Wever dans son cheminement sur les sommets d'Anvers, Alden-Bizen, du prochain Conseil européen qui arrive. Il dit, en fait, on voit bien qu'on est à un moment charnière. En fait, est-ce que on fait des vrais transferts de souveraineté au niveau européen, que ce soit pour l'énergie, mais ça vaut aussi, par exemple, pour les technologies, pour les finances, pour un certain nombre de secteurs où on devrait avoir une vraie capacité européenne à prendre son destin en main, parce que c'est de ça dont on parle. On est dépendant sur tous ces sujets-là. Et la vraie question, c'est est-ce que les politiques aujourd'hui sont en mesure de le faire cette génération de politiques-là. C'est-à-dire, par exemple, Bart De Wever porte fort ce sujet-là pour le moment. On sait qu'un Emmanuel Macron en France en est partisan. Friedrich Merz en Allemagne l'était, mais on sent que ça vacille un petit peu. Et en fait, on a des responsables d'État qui sont affaiblis. Quand je dis affaiblis, c'est parce que leurs assises nationales ne sont peut-être plus à la hauteur. Et donc, toute la question, c'est de savoir qui aura le cran, le courage, l'audace, voire décidera de se suicider politiquement pour dire c'est au niveau européen qu'on doit décider, c'est là que ça se passe et je transfère ma souveraineté à l'Europe pour ces questions-là. Évidemment, ça se pose aussi en matière de défense combien. Donc on voit bien que le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui est large et fondamental. C'est ça, et retrouver un peu l'esprit des pères fondateurs de l'Europe. Hein, absolument, on peut rêver. Aujourd'hui disparu. Merci Olivier. Merci Baptiste. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.